Oui, merci beaucoup pour l'opportunité. En fait, j'ai quitté en Guinée, j'avais en ce moment 19 ans, j'étais un peu plus proche de 20 ans. Et en ce moment, j'avais un problème auquel je ne veux pas du tout révéler, vu que moi j'ai échappé, mais ceux qui sont là-bas peuvent se retrouver en danger en voulant parler de ce problème. Mais en ce moment, j'avais décidé de quitter mon pays, la République de Guinée, pour trouver une vie sécurisée ailleurs. Au début, c'était pour aller vers le Maghreb, trouver euh, un travail qui me permettrait de subvenir à mes besoins et d'échapper aussi à ce qui m'attendait dans mon pays. Mais arrivé au Niger, précisément à Agadez, c'est là où tout a changé. J'ai eu un autre coup de cœur vers la Libye. Donc du coup, j'ai décidé de faire la traversée du désert pour tenter ma chance en Libye. Mais l'objectif n'était pas que de partir en Europe. Mais arrivé en Libye, j'ai été étonné par rapport à la vie que mènent beaucoup de migrants sur ce territoire, à savoir l'esclavage. Nous étions victimes, mais aussi l'humiliation totale auquel on faisait subir les migrants. Cela m'a beaucoup étonné. C'est suite à tout ça, vu que on était animé par cet espoir, j'ai décidé de faire la traversée pour rejoindre les côtes italiennes. J'étais au Petit Château en tant que demandeur d'asile. Dès mon arrivée, j'ai passé une nuit à la gare du Nord. Et là, le matin, je suis allé directement faire la demande d'asile. Et après, on a été orienté pour un premier temps dans le centre d'accueil Sami Social. C'est de là que mon numéro national est sorti et on nous a reconvoqués de nouveau. Nous sommes venus à l'Office des étrangers. À l'époque, c'était à la gare du Nord. Donc, et c'est de là que j'ai été orienté au Petit Château en tant que demandeur d'asile. Donc, c'est là où cette aventure en Belgique, tout a commencé, l'étonnement, la désillusion, mais aussi après que ma procédure de demande d'asile a été compliquée à cause de la procédure de Dublin, j'ai été chassé du Petit Château et je me suis retrouvé sans abri. En fait, au Petit Château, d'abord, j'étais étonné par rapport aux conditions auxquelles les gens y vivaient. On parle du Petit Château, mais j'avais l'impression que c'était tout à fait une prison. Mais vu les conditions dans lesquelles les demandeurs d'asile vivent dans ce centre, et c'est à cause de non seulement ces conditions-là, mais aussi les stress causés par la procédure de demande d'asile que de temps en temps, je n'arrivais pas à dormir la nuit. Et pour échapper à ces stress-là et toutes ces pensées lointaines-là, je me mettais à écrire sur mon smartphone parce que c'était mon seul ami, d'ailleurs mon meilleur ami à l'époque. Donc du coup, chaque soir, chaque nuit, je me mettais à retracer mon vécu, ce vécu que nous avons vécu sur les côtes libyennes et un peu de tout ce que j'ai vécu aussi en Italie jusqu'à arriver en Belgique. Mais j'ai continué à écrire sur mon smartphone quand je suis devenu sans-abri. Ça a même encore encouragé encore voilà, ce petit jeu, parce que pour moi c'était un jeu. Mais un jour, je me suis retrouvé avec 800 pages sur mon smartphone et c'est là où l'idée m'est venue voilà, d'essayer de retravailler le texte pour qu'un jour il soit publié et que je puisse envoyer une copie à ma maman qui me disait chaque fois euh, ton livre, il serait mon enfant et cet enfant qui va exister pour toute la vie. Qu'elle serait très fière. C'est elle qui m'encourageait surtout encore à écrire et à continuer à espérer que le lendemain serait plus meilleur que voilà, ce qu'on a vécu. C'est au bout de, je dirais, 6 mois, j'étais en train d'écrire deux fois chaque nuit, deux fois toute la semaine, si j'ai pas des petits boulots noirs que je faisais à l'époque. Donc, je me mettais, je continuais à écrire. Et
il faut aussi signaler que pendant que j'étais sur le sol libyen, de temps en temps, je prenais, à chaque fois que j'avais l'occasion de me connecter sur les réseaux sociaux, sur Facebook, j'essayais, les notes que j'avais, pour ne pas les oublier, j'essayais de leur écrire là et puis de m'envoyer moi-même les messages afin que je puisse les garder. Donc, je faisais cela. Donc, c'est arrivé au petit château que j'ai commencé à récupérer ces notes-là, mais aussi à les retravailler petit à petit et en même temps essayer encore de réarranger l'histoire afin que ça soit, voilà. Mais toujours l'espoir était là que les gens puissent apprendre, surtout. Parce que ce qui m'animait dans tout ça, quand j'entendais les gens dire que mais ils prennent des petits bateaux, ils viennent profiter de notre vie ici. Et de l'autre côté aussi, mes frères qui sont en Afrique, qui ont des illusions sur l'Europe. Et surtout, je me suis dit que ce livre-là, ça pourrait peut-être être un atout, disons même un message qui permettrait aux gens de vraiment savoir ce qui se passe au cours de cette traversée. Et même la vie que mènent les migrants en Europe. Oui, en écrivant cette histoire, c'est non seulement je me libérais de ce que j'avais comme fardeau, parce qu'on dit souvent, il y a un adage qui dit que quand on a un secret, c'est comme un feu qui brûle. Dès qu'on le partage, on se sent libéré par ce fardeau. Donc du coup, à chaque fois que, c'est parce que pour moi c'était un secret, cette vie qu'on a menée tout, il fallait que les gens apprennent. Je me suis dit, ah, ça m'a libéré au fait. Et ça a été un autotraitement de mon côté. Et c'est ce qui était aussi très important dans l'écriture de ce récit. Au début, c'était la peur, la tristesse, mais par fini, j'étais fier. C'était une fierté pour moi. Le jour que je l'ai imprimé à Globaroma, j'avais le livre en main. C'était la première plus grande fierté que j'ai eue sur le sol européen. D'abord, à l'époque, j'étais sans abri. Quand j'ai eu les 800 pages, j'avais maintenant l'intention de retravailler à travers un ordinateur. À l'époque, on partait chaque fois à Globaroma, c'est une ASBL qui accueillait les migrants en situation difficile. Donc, c'est là où on prenait le chaud, du café, tout, tout, tout. Et à l'époque, je suis allé, j'ai rencontré la directrice de l'époque qui était Helps. Elle est actuellement députée la chambre bruxelloise. Donc, je l'ai rencontrée, je lui ai expliqué mon problème. Elle m'a dit, ah oui, Fran, c'est bien. Elle m'a permis d'avoir accès à un ordinateur. J'ai retravaillé le texte. Pour un premier temps, elle m'a conseillé de rencontrer Anne, qui est actuelle directrice de Globaroma. Et c'est avec Anne que j'ai pu terminer voilà, c'est-à-dire ce premier boulot qui était de rassembler tout, de tout ordonner. Et voilà. Et c'est de là que j'ai fait la première impression du document à l'ASBL Global Roma. C'était une fierté énorme pour moi, franchement. Oui, j'ai d'abord parlé, mais les gens, parce que c'était vraiment un dictionnaire, tellement c'était trop. Quand j'en parlais à l'époque, on m'encourageait quand même, mais je n'ai pas eu, pour un premier temps, des gens qui ont eu le courage de parcourir en totalité. C'est après que j'ai envoyé à quelques amis de l'Afrique qui ont lu, qui ont apprécié, qui m'ont donné beaucoup de conseils aussi par rapport au contenu. Et de là, j'ai aussi donné les copies à certains assistants à l'époque qui ont aussi lu tout le bouquin et qui m'ont d'ailleurs découragé, qui m'ont dit ça, c'est pas possible chez nous en Belgique. Il faut même pas croire que ça va aboutir à quelque chose. Et puis il y a des choses impardonnables, inacceptables dans le livre. Et ces gens m'ont complètement découragé. Et c'est finalement, Anne me dit, Fran, il faut respecter ton objectif et ne jamais abandonner. Anne m'a dit cela, il ne faut jamais abandonner, quels que soient les dits des gens.
Tu trouveras toujours des personnes qui vont te comprendre, qui vont relativiser les choses et finalement, tu vas voir que c'est du bon boulot. Oui, tout à fait. Et quand je l'ai vu la première fois, on l'avait pris pour une folle. On avait lancé un appel pour obtenir de l'aide afin qu'on puisse retravailler ensemble pour que la possibilité de rencontrer une maison d'édition. À l'époque, il y a eu 200 personnes qui ont répondu. Et parmi ces 200 personnes-là, Sandra figurait parmi les personnes qui se sont présentées à Globarum à l'époque. Et là, j'ai vu cette personne-là ce jour qui était venue devant nous et qui avait proposé à Anne et moi si il y a possibilité de faire une adaptation à travers mon livre. Anne et moi, on s'est regardé, on a rigolé, mais c'est qui ça? Nous, on veut éditer le livre et elle nous parle d'une adaptation et même de jouer avec. Mais cette personne, honnêtement, de tout mon parcours, de tout mon vécu, j'ai jamais eu une personne qui m'a donné l'espoir, qui m'a promis et qui est parti au bout de sa promesse. C'était la première fois. Et cette personne-là, c'était la première porte de l'espoir. Toutes les promesses qu'elle a faites. D'abord, on allait travailler le test et finalement, on a eu la chance de jouer dans la salle de Mercedes. Et c'est là que vraiment on a continué. J'ai été encore de plus en plus animé de l'espoir que ce travail, ça pourrait aboutir à quelque chose. Et c'est finalement, on est tombé sur une personne, après avoir joué au centre Mercedes. Je me rappelle ce jour-là, mes amis même jusqu'à présent, ils me disent, et ton monsieur là, qui te dit à chaque fois, il faut m'appeler. Hein. Et c'était monsieur David Michel, le directeur du théâtre des Galeries. Il me dit, il faut m'appeler, c'est important. Et si je peux faire quelque chose, informez-moi. Après, il est revenu encore vers moi. Et il y a eu beaucoup de gens, parce que quand il y a un spectacle, il y a beaucoup de gens du coup qui sont touchés et qui viennent exprimer leurs émotions en même temps qu'ils font des promesses. Donc, honnêtement, quand il a dit à plusieurs reprises, Sandra a dit, Fran, on va lui faire un mail et on va voir. Malheureusement, il était en vacances. Il n'a pas répondu. Presque plus de 2 semaines, il n'y avait aucune réponse. Et là, tu crois plus, je parie. Donc voilà, je dis, ah, c'est la même chose avec les autres qui m'ont dit aussi. Parce qu'il y a eu plusieurs promesses ce jour-là dans la salle. Donc du coup, j'ai dit, ah oui, c'est voilà un aussi qui s'est barré. Sandra a dit, non, mais on va voir. Il faut pas. Peut-être il a un problème actuellement, mais on va voir la suite. Et un jour, voilà, on a reçu un message, la réponse. D'abord, on n'a pas eu la réponse à ce mail. On a fait encore un autre message. C'est ce message qu'il a répondu. Mais il y a une erreur dans le mail qu'on a envoyé, avec le lien qu'on a envoyé. Donc, du coup, il n'a pas pu regarder. Il était en vacances à l'époque. Et j'ai fait la rencontre de cette belle personne-là qui est devenue aujourd'hui mon confident, mon meilleur ami et ma plus grande famille d'ailleurs en Europe. C'est à la fois, c'est deux poids, deux mesures, étant donné que je suis le papa de deux enfants et j'ai une épouse voilà, qui joue un rôle très important dans ma vie. À un moment donné, il faut avoir le sens de lâcher prise, quoi. C'est-à-dire le passé, c'est aussi le passé. On peut se référer du passé, mais on ne peut pas s'en servir chaque fois comme arme pour faire surtout du négatif dans le présent.
Le passé doit servir de positif dans la vie de tout un chacun afin que le présent et le futur soient meilleurs. Donc, je pense beaucoup à l'éducation de ces enfants-là. Je ne veux pas du tout impliquer cette haine, toute cette vie de forçat que j'ai vécue dans l'éducation de mes enfants. Je veux vraiment qu'ils voient ce positif, ce relativiste, cette idée très relativiste en moi et surtout leur faire comprendre que ceux qui m'ont traité de la, marche, de la sorte, ceux qui nous ont séquestrés, ce n'est qu'une minorité de la population de ces villes. Mais aussi, ce qui est encore important, c'est rencontres. Parce que je dirais que c'est la plus grande chance que j'ai eue en Europe. Le fait de rencontrer ces belles personnes-là a fait de moi un homme très comblé en matière de sagesse. Parce que ces personnes-là, même si j'ai des fois des idées euh, très tordues à cause de mon passé et de tout ce que j'ai vécu, surtout Nicolas, une personne d'ailleurs que je n'ai pas souligné, qui est le parrain de mon fils, mon premier fils, c'est des personnes qui, à cause de leur franchise j'échappe à beaucoup de choses sur le plan humain. Et je me sens beaucoup plus en sécurité, surtout quand je suis avec ces personnes-là. C'est ce qui est très important, surtout. Et c'est ce qu'il faut garder encore euh, comme arme de l'espoir, surtout. Oui, des petites étincelles. Ça, c'est depuis au pays. D'abord, la première petite étincelle, c'est ma maman, qui n'arrête pas, surtout, oui, qui est une personne très indispensable dans ma vie. Et de tout mon parcours aussi, il y a Barry, surtout dans le livre, qui vit en Allemagne actuellement, qui m'a d'ailleurs beaucoup sauvé dans la prison, qui m'a beaucoup soutenu. Et c'est au cours de cette traversée, c'est une très petite étincelle pour moi qui a été très importante, surtout Barry. Et il y a également Maury qui est comme un frère de sang pour moi aussi. Et arrivé en Europe, également, j'ai cru à des personnes, à cause de l'abus de confiance, j'ai été trahi, maltraité et lâché. Mais par contre, j'ai rencontré Nicolas, une petite étincelle très importante et Sandra qui est venue aussi, David, Michel, et une autre personne aussi qui est très importante, qui est ma sœur, qui a eu d'ailleurs voilà, le courage de rencontrer ma famille en Afrique, ma sœur. Et ces personnes-là, ce sont des étincelles qui me donnent toujours l'espoir dans ma vie. Oui, c'est très compliqué. C'est pourquoi je disais que ma femme a joué un rôle très important dans ma vie. Il arrive des fois, les nuits, que je fasse des cauchemars, que je crie. Et elle est toujours là. C'est ma femme. Elle est très forte, surtout, tout le temps prête vraiment à me consoler quand ça arrive. Parce que des fois aussi, la nuit, en pleine nuit, je peux me lever et je commence à pleurer. Parce que je pense, je replonge surtout dans tout ce que j'ai vécu. Et après ça aussi, il y a ma maman surtout. Parce qu'il arrive des fois, il arrive chez tout un chacun qu'on soit déboussolé à cause d'un fait, surtout à cause d'une réalité auquel des fois on est victime dans la vie courante.
Oui, c'est très important parce qu'en quittant en Afrique, ce n'était pas que de fuir mon pays pour trouver une vie sécurisée, mais aussi c'est aller de l'avant, mais ne pas surtout profiter voilà, de la société. Être important pour la société surtout, apporter aussi mon aide à la société, ne pas être, disons, comme j'aime le dire, un parasite, c'est-à-dire ici que je ne vis aux dépens des autres. C'est une vie que j'ai toujours détestée. C'est pourquoi d'ailleurs, arrivé en Europe, j'ai toujours travaillé dur. N'importe quel travail qu'on me présentait, j'essayais d'aller et puis travailler parce que gagner de ma propre sueur, c'est ça qu'on a été éduqué. Et c'est ça aussi, parce que ma maman aimait toujours me dire, ne m'envoie pas de l'argent que tu as escroqué aux gens. Ne m'envoie pas de l'argent que tu voles aux gens. Ne m'envoie pas de l'argent en profitant de la confiance d'une fille pour la soutirer de l'argent. Jamais. Envoie-moi l'argent que tu as eu de ta propre sueur. Je ferai mes bénédictions. Et c'est cette même éducation que je vais impliquer dans la vie de... Mais je ne peux pas moi-même impliquer quelque chose dans l'éducation de mes enfants, tandis que moi, je le suis moi. C'est-à-dire, si moi, je suis parasite et que je dis à mes enfants, travaillez dur pour gagner, mais c'est de n'importe quoi. C'est pourquoi j'étais très stressé. Le fait qu'au centre, on nous donnait à manger, tout ce qu'on nous donnait, les habits, des trucs, ça me stressait énormément parce que je ne veux pas du tout. Et c'est pourquoi de mon plus grand souci de nos jours, c'est gagner un travail stable qui me permettrait de subvenir aux besoins de ma famille. C'est très important pour moi. Tout à fait. D'abord, Sandra, Sandra, je dis trois fois, une personne indispensable aussi comme maman dans ma vie. Et le projet, ça me tient beaucoup à cœur parce que c'est un projet qui nous permettrait d'aller de l'avant, de faire encore plus de spectacles qui permettront voilà, d'aboutir à nos objectifs. C'est-à-dire, cet objectif, que ce livre-là soit lu, soit entendu et soit connu par le plus grand nombre de personnes possible dans le monde entier. Et ça, c'est très important. Et heureusement, on a la chance aussi d'avoir ma sœur, sœur Valérie, qui joue un rôle aussi hyper important dans l'épanouissement, dans la propagation surtout de l'information liée à ce livre. C'est la chance quand même que j'ai, le fait d'être entouré par ces belles personnes-là, pas moi seulement, mais qu'ils voient ce côté humain-là, qui ne voient pas que migrants, qui ne voient pas que africains ou noirs. Ça, c'est très, très important. Je le dis en plusieurs connaissances de cause. La première chose qui m'anime chaque matin, c'est quand je me lève, je vois ma femme, mes enfants, les sourires aux lèvres. Ça m'anime beaucoup et ça me donne de l'espoir surtout. Et la deuxième chose aussi, c'est, il est vrai que c'est compliqué de le dire, mais de croire que ce livre, ça pourrait aussi changer. Parce que je reçois beaucoup de messages des gens, beaucoup de retours surtout par rapport à ce livre. Même si il est vrai qu'il y a aussi des messages très très difficiles, c'est-à-dire difficiles, oui, négativement, mais il y a des messages qu'on m'envoie comme je sens que j'ai apporté quelque chose. Et si ce livre-là, ça continue, ça pourrait être quelque chose de très important dans la société.
cela m'anime, franchement, que pour une fois, j'ai apporté une étincelle dans la vie de beaucoup de gens. Là, c'est compliqué. Honnêtement, comme Sandra me dit qu'on va y arriver, parce que ça a été aussi la première fois pour les 50 minutes, j'ai jamais su que je pouvais y arriver. C'est très compliqué. Je me dis que comment mes propres tests, parce qu'à travers tout ce que j'ai, parce que David me le dit, j'ai tellement de choses dans la tête que mes propres tests, pouvoir le retenir, c'est très compliqué. Donc je me dis que est-ce que je vais arriver? Mais comme Sandra me rassure qu'on va y arriver, alors avec les deux doigts, je croise les deux doigts pour voir ce jour-là, honnêtement, en restant surtout positif, hein. Tout à fait, c'est très important. La valeur que tout homme doit beaucoup veiller, c'est la dignité. La dignité, et elle se conserve aussi grâce à l'humilité, surtout envers soi-même et envers l'autrui, ce qui est très important. Ma maman me disait chaque fois, il faut être sincère, quel que soit, envers tes amis. Il faut être sincère, quel que soit. Que la sincérité, c'est la seule qui reste éternelle, au fait. Surtout quand il s'agit de l'amitié. Elle dit, fais tout, fais tout possible de sauvegarder ta dignité. Partout où tu vas, fais attention surtout à ça. Et surtout, fais attention aux autres. Parce que si tu fais attention à ta dignité, mais respecte aussi la dignité des autres. Elle nous disait ça depuis le bas âge. Et en plus, elle disait, sois humble, sois très simple. Dans la vie, quand on est trop compliqué, et on est très difficile aussi à être accepté dans la société. Parce qu'elle le dit même souvent, même avec ma femme, et quand ma femme se plaint de fois, ou bien moi, elle dit, t'as pas raison, quoi. T'as pas raison, je sais. T'as pas raison. Je dis, pourquoi tu me dis trois fois, j'ai pas raison? Il dit, oui, je t'ai toujours dit, il ne faut pas que voir toi ta colère envers les autres, mais il faut voir aussi leur colère envers toi. Si tu respectes cet intervalle-là, tu vas t'en sortir. Et finalement, tu vas comprendre les gens. Mais si tu ne vois que ta colère et puis réagir directement, c'est pourquoi elle dit chaque fois, quand tu es en colère, va te coucher. Il est vrai que mon pays, ça me manque beaucoup parce que c'est vrai, hein, on est, même si, quel qu'en soit ce qu'on a vécu, euh, quel qu'en soit le bonheur, tout ce qu'on a aujourd'hui, il est vrai qu'on a appris, qu'on a cédé beaucoup de choses aussi. Il y a des amis là-bas, il y a des sœurs qui me manquent, et surtout ma maman. Mais aussi, il y a des choses que je vois aujourd'hui sur les réseaux sociaux, surtout de mon pays, c'était quand j'étais très petit, je disais chaque fois, il faut que je m'implique vraiment dans certaines choses qui pourront servir ce pays et aussi même changer aussi certaines choses. Donc aujourd'hui, avec toutes les études que j'ai faites, c'est le plus grand regret que j'ai aujourd'hui, le fait que je me suis pas, j'ai pas pu travailler dans ces études. C'est-à-dire, j'ai pas pu mettre en jeu toute cette étude-là. Cela me manque beaucoup, surtout dans mon pays. Oui, c'est vrai, mais je dis que à un moment donné, c'est pas l'âge aussi qui compte chez un humain. Il y a ce qu'on appelle l'expérience de vie aussi qui est très importante, mais aussi la responsabilité. Avant, j'étais animé par beaucoup de choses dans les études, mais en voyant aujourd'hui mes enfants aujourd'hui, je ne peux, si je dis je vais m'impliquer beaucoup dans ce que moi je vais devenir, ces enfants-là, ils vont beaucoup rater dans leur vie. Et ils ont besoin de moi. Se trouvant dans ces deux besoins-là, j'essaye d'être au beau milieu. Ne pas trop me baser sur ce que moi je vais devenir, ne pas trop aussi abandonner ce que moi, parce que ce que moi je vais devenir là, ça va être important pour eux aussi. Mais j'essaye d'être au beau milieu, ne pas céder l'un pour l'autre, mais surtout voilà, en prenant les deux en main.
très astucieux, surtout maman me disait, j'étais très astucieux, je voudrais toujours voir les choses au fin fond. J'étais très méticuleux. J'étais, à l'époque, j'étais un bon élève. Tous mes amis me connaissent déjà. De la première année, en 99, j'ai commencé à étudier jusqu'à ce que j'ai terminé en 2015. D'abord, c'est à l'université que tout a changé dans mes études, parce qu'en ce moment, il y a eu beaucoup de problèmes que j'ai eus. Mais de la première année jusqu'en 12e, j'étais toujours premier de ma classe. Et ça, c'était franchement le courage d'être un grand intellectuel, parce que j'entendais, vu que je viens de Korosa, il y a beaucoup d'écrivains beaucoup d'intellectuels aussi qui sont très connus, qui viennent de cette ville. Donc il y avait une concurrence entre mon frère et moi. C'était très dur parce que à l'époque d'Anta jusqu'à Sangoya, il faut voir aller-retour de 6 km, voire des fois même 8 km, parce que si on faisait le contour, donc chaque jour, faire ces va-et-vient là durant des années, et que toutes ces années-là, toutes ces études-là, on n'arrive pas à aboutir à nos objectifs. C'est l'une des plus grandes conséquences, d'ailleurs, même très néfaste, d'ailleurs, même quand on vient clandestinement, parce qu'il y a une différence entre ceux qui sont venus par bourse d'État et ceux qui sont venus clandestinement. Ceux qui sont venus par bourse d'État, ils ont leur diplôme directement qui est valorisé et ça rentre en jeu. Et voilà, ils commencent à étudier. Mais pour nous qui sommes venus clandestinement, c'est là où se trouve la complicité, la complication. Il y en a même qui sont obligés, ils faisaient l'université là-bas, ils sont obligés ici de reprendre les études, soit au collège ou bien au lycée, ou bien faire une étude professionnelle pour pouvoir obtenir un diplôme. Très fier, honnêtement, et très heureux pour toute cette belle rencontre et avec ma famille. Sans stress, surtout avec mon fils, mes deux enfants qui n'arrêtent pas surtout voilà, de me faire oublier toute cette pensée, mais très motivé à atteindre les objectifs, surtout les projets qu'on a en cours, travailler pour présenter une pièce de théâtre tirée de mon livre, c'est vraiment important. Donc plein d'émotions, plein de motivation, plein de fierté surtout. Il faut d'abord dire à la personne, si c'est une personne qui se trouve de l'autre côté, que ce soit en Afrique, en Asie ou bien dans n'importe quel pays du monde, qui souhaiterait venir en Europe et qui pense que voilà, tout est de l'or, je vais d'abord lui dire, s'il doit emprunter cette voie-là, d'ailleurs même c'est un conseil que je donne à personne, si on veut venir en Europe, soit si tu as fait l'université, essaie d'obtenir une bourse d'études pour venir. Ou si c'est le cas contraire, mais il faut comprendre quand même que tout est possible sur cette route. De là-bas jusqu'ici, tout est possible. Tout ce que l'on peut imaginer que c'est impossible, que l'être humain peut vraiment faire subir à son prochain, il faut vraiment s'attendre à tout. Parce qu'il faut comprendre quelque chose aussi. Même quand moi j'étais là-bas, il y avait des gens parmi nous, quand on leur disait que devant là-bas, c'est comme ça, ils ne vont jamais croire. Et c'est ce qu'on me traite aujourd'hui. On me dit aujourd'hui que... Parce qu'il y a beaucoup qui m'appellent. Aman, c'est comment là-bas, on te voit à la télé, tu es bien stylé, comme ça, des trucs, ça va, tout. Est-ce que voilà, tu peux nous dire comment tu as fait? Et quand j'essaye de leur expliquer la réalité des choses, ils me disent, après, il y en a qui sont vraiment polis, qui me raccrochent, mais il y a d'autres qui me disent directement, mais man, t'es égoïste, t'es vraiment égoïste, man. Toi, t'as reçu là-bas, ça va, tu veux nous décourager, tu veux nous faire comprendre que l'Europe, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais le problème, c'est quoi? Je suis fier, moi. Quand je dis la vérité à mon prochain, j'essaie de l'expliquer comment ça se passe, même s'il me traite de quoi que ce soit, je suis fier de moi. Mais ce que je n'aime pas, c'est de mentir à la personne. Donc, quand on me demande comme conseil, c'est de dire en toute vérité ce qui se passe. Ou bien conseiller à la personne de lire mon livre
pour découvrir ce qui se passe, que ce soit lors de la traversée jusqu'en Europe et la vie que mènent les migrants aussi en Europe. Parce que je dis ça chaque fois, à tout un chacun, je dis, ce n'est pas que venir encore en Europe qui fait encore mal, mais comment obtenir les papiers européens, il faut beaucoup penser à cela. Ça fait plus mal, parce que c'est comme si tu quittes dans une prison, tu penses que tu es en liberté, on te libère, on te met en garde à vue, et là encore, on te fait subir pire de ce que tu avais vécu dans la prison. Ça encore, c'est grave. Et ici, le problème encore, avec ces problèmes de papier, là, quand tu n'as pas de papier en Europe, il y a beaucoup de personnes qui te considèrent, c'est-à-dire au plus bas niveau. Et ça fait mal. Donc, en gros, j'essaie toujours de dire à la personne la réalité des choses ou les conseiller vers d'acheter mon livre et de voir le contenu. Ce livre, c'est pourquoi le titre, Notre Soleil, qui est dans ma langue le parcours, le trajet de la vie. Mais en français, il y a trois mots très importants dedans, dans la définition du soleil. Il y a d'abord la lumière, il y a la chaleur, il y a l'espoir. Ce livre, ça montre qu'au-delà de tout ça, de tout ce qu'on l'on a vécu, il y a de l'espoir. Et l'espoir, moi, j'appellerais ça la petite étincelle dans la vie de tout un chacun. Pour toute personne, il y a toujours ce côté-là qu'il faut avoir dans la vie, cet espoir. Et ça, c'est important. Quel qu'en soit ce qu'on traverse, il faut toujours croire que le lendemain, ça va être meilleur. Et c'est ce qui fait d'ailleurs même la réalité des choses actuellement. Malgré ce que cette maladie, cette Covid-19 nous a fait, nous a retiré comme tissus, comme les tissus sociaux surtout. Mais il faut croire que un jour, ça ne serait qu'un souvenir. Inch'Allah. C'est moi qui vous remercie surtout. Mais franchement, un petit mot pour Madame Carême, c'est une personne forte. Ça, le monde a beaucoup besoin, comme conseil, surtout les écrits de cette personne-là. Parce que si on parle d'espoir, vraiment, c'est elle. Elle a subi quelque chose qu'elle ne s'attendait pas du tout dans sa vie, mais elle a cru vraiment à son potentiel et ça lui a aussi motivé à atteindre cet objectif qui est ce livre, qui pourrait être une très grande étincelle, moi je vais dire comme ça, pour tout un chacun.